C'est le 122e épisode que nous vous proposons cette semaine avec les Technos. Il s'agit de Marc et de Sébastien cette semaine. Marc et Sébastien que nous saluons d'ailleurs. Bonjour Marc, bonjour Sébastien. Hello. Comment vont-ils? Il est un peu dans l'ombre Sébastien, c'est pas grave, hein, on l'entend bien. C'est l'essentiel. Un 122e épisode, premier du mois de mai. Il s'est passé 2-3 choses cette semaine, on l'imagine bien. C'est un peu notre revue de presse technologique, ça, on a l'habitude de le dire. Donc on peut pas vous parler de tout. En tout cas, on va vous parler de ce que ces deux zigomards ont repéré en matière de technologie, de nouvelles technologies sur la toile et ailleurs et également. Courrier des auditeurs, je ne sais pas si on a eu beaucoup de courriers, je sais en tout cas que le hors-série de cette semaine a très bien fonctionné, manifestement. C'est toi Sébastien qui nous avait parlé d'IPTV une fois de plus, c'est pour la deuxième fois que tu nous parlais d'IPTV et cette fois-ci il s'agissait d'enregistrer l'IPTV. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller retrouver ce hors-série sans trop de difficultés, c'est le dernier en date, au moment où nous enregistrons en tout cas cet épisode de 122. Il y a eu quelques remarques d'ailleurs, je pense, suite à ce hors-série. Il y a eu pas mal de discussions sur comment l'utiliser, le coût, etc. Donc, si vous êtes intéressé, allez voir les commentaires, majoritairement sur YouTube ici en l'occurrence. Oui, tout à fait. Tu fais bien oui, et on en a eu aussi pas mal encore ces derniers jours sur le hors-série sur Linux, qui continue à faire son petit... Voilà. De temps en temps aussi, on a des messages, et on ne peut pas toujours s'en faire le relais, soyons clairs, sur de très anciens hors-série ou de très anciens épisodes. Toi-même, d'ailleurs, Seb, tu as laissé un message, je ne sais plus pourquoi d'ailleurs, parce que j'ai pas eu l'occasion d'aller voir, sur un ancien épisode qui date de quelques mois maintenant, je pense. Oui. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, un complément d'information, parce que de temps en temps, ça nous prend comme ça. S'il y a un complément d'information, il faut de temps en temps retourner dessus. Je pense que si vous avez déjà commenté une vidéo, en tout cas sur YouTube, vous êtes notifié quand il y a un nouveau commentaire qui vient se rajouter. Ouais. Donc ça vous permet comme ça de suivre un petit peu la conversation également. Je pense qu'on a fait le tour. Courrier des auditeurs, on vous remercie, bien entendu. On vous lit. De temps en temps, on fait un petit relais ici en début d'épisode. Et de temps en temps aussi, ça conduit à nous faire produire un hors-série plus spécifique s'il y a des questions particulières. Donc n'hésitez pas à laisser vos messages, vos questions, vos interrogations. Peut-être que ça fera l'objet d'un hors-série prochain. On peut attaquer notre abécédaire traditionnel, comme on a l'habitude de dire, si vous le voulez bien, avec la lettre A. A comme Amazon, puisque nous allons parler avec Marc d'Amazon, qui ferme son Underground Store. Ouais, finalement, toutes les bonnes choses ont une fin. Il faut rappeler ce que c'est l'Underground Store. L'Underground Store. L'Underground Store. L'Underground Store, c'est une sorte de pied de nez que Amazon avait sorti à Google il y a quelques années. C'était en fait une façon assez intéressante de jouer à des jeux premium ou d'avoir accès à des applications premium sans devoir les payer, tout en restant de manière totalement légale. Parce que c'était Amazon qui prenait en charge une certaine rétribution des éditeurs et des développeurs qui venaient poser leur application sur cette plateforme. Avec eux, en échange, ils avaient l'obligation, les clients avaient l'obligation de mettre cette application Amazon Underground sur leur smartphone et ça ouvrait un canal supplémentaire pour Amazon vers ses consommateurs avec de la pub et tout ce qui s'ensuit. Apparemment, le truc n'a pas dû être suffisamment rentable dans le chef d'Amazon, puisqu'ils ont décidé que ça allait bientôt être fini. Alors, ça ne va pas se couper du jour au lendemain, rassurez-vous, mais sur un petit post qu'ils ont développé, qu'ils ont publié sur leur blog développeur, ils expliquent que le programme Underground va en fait être clôturé en 2019, ils disent pas encore quand exactement, mais qu'il va y avoir plusieurs étapes qui vont s'enchaîner. La première étape, elle va prendre place le 31 mai prochain. À partir de cette date, il y aura plus de nouvelles applications qui seront possible. Donc on ne pourra plus proposer de nouvelles applications. Par contre, les développeurs pourront toujours continuer à envoyer des mises à jour pour les applications existantes. Ensuite, à l'été 2017, encore une fois, pas de date, ça reste encore relativement vague, on sent qu'ils doivent encore définir tous les trucs, les joueurs ne pourront plus télécharger de jeux ou d'applications, les utilisateurs ne pourront plus télécharger de jeux ou d'applications à partir d'une tablette ou d'un smartphone qui n'est pas une tablette ou un smartphone Amazon. Il y avait les tablettes Fire, le Amazon Fire, le fameux téléphone, les tablettes Kindle. Hormis ça, ce sera fini. Ce sera terminé.
Par contre, ils pourront toujours jouer avec les jeux qu'ils auront téléchargés ou utiliser les applications qu'ils auront téléchargées jusqu'en 2019 où on coupe tout. Oui. Encore une fois, voilà, il n'y a pas de date précise. C'est la fin. Bon, personnellement, je ne sais pas si ça vous est arrivé souvent d'utiliser le truc. Moi non. Moi, ça m'est arrivé pour une seule chose, c'est pour installer Amazon Vidéo sur mon Samsung. C'est ça, oui. C'est la seule raison pour laquelle j'ai jamais utilisé Amazon Underground. Donc je ne sais pas si ça manquera à beaucoup de monde. Je ne connais pas les statistiques. J'ai pas pu les trouver d'ailleurs. Je sais juste qu'à l'époque, ça avait fait un mini scandale parce que Google ne voulait pas voir une boutique alternative émerger pour justement perdre le contrôle sur les revenus que pouvait procurer un App Store bien fermé, bien unique, etc. Est-ce qu'il y a eu des pressions de Google pour que Bezos ferme son store underground? Est-ce que finalement ça ne leur rapporte pas assez? Toujours est-il que voilà, ça va fermer, vous avez encore le temps devant vous avant que ça soit complètement mort, mais n'espérez pas avoir du nouveau contenu à partir de fin de ce mois-ci. C'est peut-être tombé en désuétude, tout simplement. Aussi, possible. C'est pour ça que je n'ai pas pu trouver les chiffres d'utilisation. Seb avait peut-être une remarque à faire. Moi, sur Amazon Underground, je ne sais même pas ce que c'est, en fait. C'est drôle, ça règle tout. C'est à cause de ça, en fait, parce que si tu l'avais connu, peut-être qu'il serait encore ouvert. Oui, mais donc... Responsabilisons les gens un peu. Culpabilisons les gens. On reste à la lettre A comme Amazon. Sébastien, je vais te repasser la parole. Mais là, à mon avis, tu vas pouvoir gérer. C'est que tu as testé une application d'Amazon qui s'appelle Amazon Pantry. C'est bien ça. Oui, qui n'est donc pas le shop érotique d'Amazon, hein, mais je pense que Marc en avait... Panda. Ah non, pardon, c'est pas Panda. Ça n'a rien à voir. Non, c'est les Penty, tu vois, moi je suis resté là-dessus et je sais pas pourquoi ça tique le nom me choque. Amazon vend de la lingerie, tu sais. Aussi, oui. Il y a moyen de revivre tes émois d'adolescent, comme à l'époque, le catalogue 3 Suisse. Hein. Maintenant, c'est digitalisé, c'est tout. Catalogue 3 Suisse, j'ai pas connu. J'ai eu d'autres trucs. Enfin, je ne citerai pas les marques. Voilà, pas connu voilà. Donc, Amazon Pantry. Amazon Pantry, oui, donc ce truc n'est pas encore ultra connu, mais je pense que Marc en avait parlé dans un podcast. Ouais, j'en avais parlé il y a quelques semaines. Ouais. Et donc, je me suis dit, je vais essayer d'acheter mes petits œufs, des trucs comme ça, éloigner les enfants du podcast, quand ils ne doivent pas savoir d'où viennent les petits œufs. En fait, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un service de livraison à domicile. C'est une épicerie avec livraison à domicile, quoi. C'est une épicerie, donc Amazon a sorti des bouquins depuis très longtemps, ils ont fait l'électronique, ils ont fait de tout avec leur marketplace, et maintenant ils se lancent un peu dans tout ce qui est donc épicerie avec tous les produits alimentaires mais non frais. Donc on est sur des biscuits, du chocolat, du café, thé, des épices, des conserves. Des conserves et des produits d'entretien. Donc on se doute, ça exclut d'emblée tout ce qui est surgelé, par exemple, fruits frais, des trucs comme ça c'est pas le cas. Donc c'est vraiment emballé, quoi. Oui, parce que le surgelé, le truc est livré en 4-5 jours, donc ton surgelé... il aurait une sale tête. il est cuit quand il arrive, tu vois. Ceci étant dit, je me rappelle maintenant, on s'était posé la question à l'époque avec Marc de savoir d'où venait cette marchandise. Est-ce que c'est... je sais maintenant. Mais voilà. Alors donc j'ai commandé sur Amazon.fr, parce que Amazon.be n'existe pas. Hein. Donc j'ai commandé sur le site français. Et donc le truc est pas mal parce qu'au fur et à mesure que tu rajoutes tes petits trucs, eh bien tu as un pourcentage, tu payes au bac. Le premier bac c'est 5 € pour la livraison et puis c'est 2 € je pense par bac supplémentaire. Et donc tu payes pour ce bac et donc tu as tout intérêt à remplir ce bac au maximum. Ah bah oui. Et donc tu as un petit pourcentage à chaque fois que tu rajoutes quelque chose qui te dit en poids et en taille à quel point ça a rempli le bac. Donc je suis arrivé à 99,9%, je me suis dit, c'est bon. Un œuf pour remplir le petit pourcent. Tu vois, donc ça te pousse à arriver au 100%, j'étais à 95%, je me dis, allez, pour 5%, je me remplis ce bac. Ah, ben zut, je suis passé au second bac. Remplissons-le, allons-y. Oui, c'est pas cher le deuxième. Alors honnêtement, on avait comparé les prix en Belgique, je connais pas les prix évidemment avec les hard discounters en France, mais nous on a Colruyt, et j'ai comparé à des prix Colruyt, et pas de Deleuze, parce qu'en général Deleuze évidemment pas le moins cher en Belgique sur ce type de produit.
En général, c'est vrai que les prix étaient plus intéressants chez Amazon, sauf sur quelques produits. Donc, c'est vrai que ça reste très intéressant de le faire importer, au niveau tarification en tout cas. Oui, c'est ça, parce que finalement, le prix de livraison, c'est le prix du bac, si je comprends bien. C'est tout, ouais, c'est le prix du bac. Donc, 5 €, c'est le frais de port, etc. Si on a sous Amazon Prime, j'imagine qu'on ne paye pas les frais de port non plus. Donc, Si, tu payes 5 € et c'est limité justement à ceux qui sont sur Amazon Prime. Si tu n'as pas le Prime, tu peux pas. Donc 5 € et on est tranquille pour le premier bac, 7 € pour 2 bacs. C'est ça. Mais plus le prix des produits, évidemment. Oui, évidemment. Mais et alors, au niveau des différences de prix, tu vas de 20 à 30 jusqu'à certains produits, 40% de différence avec ce que tu trouves chez nous. Donc, c'est vraiment assez important. Mais tu sais pas faire toutes tes courses là-dessus. Hein. Tu vas prendre et si tu prends un pack d'eau, c'est vrai que c'est beaucoup moins cher en France parce que les taxes sont très différentes. Mais tu remplis vite un bac. Mais même en remplissant un bac avec des packs d'eau, ça reste moins cher que les acheter en Belgique. Donc ça, c'est assez... C'est particulier. C'est assez particulier, oui. Donc ça vaut la peine de comparer au niveau du prix. Jeter un œil, ça c'est pas mal. Et alors, effectivement, je me suis surpris à aller fouiner d'où venait le colis, parce que c'était envoyé par DHL, je pense, ou UPS. Et donc, tu pouvais aller suivre le tracking. Et c'est là que tu te rends compte qu'en fait, le colis ne vient pas de France, mais il vient d'Espagne. D'accord. Okay. Donc les produits que tu achètes français, parce que c'est plein de produits français que nous n'avons pas en Belgique, eh bien ils viennent du très sud de la France quand même. Et ils font ils traversent toute l'Espagne, oui, et toute la France pour arriver jusqu'en Belgique. Ce qui fait que, alors ça c'est le petit downside du truc qu'il faut faire gaffe, hein, parce qu'effectivement c'était super bien emballé, les boîtes sont géniales avec des poignées et tout, donc franchement c'est bien pensé, avec des petites intercalaires pour séparer le bac en plusieurs morceaux pour bien ranger les courses. Donc franchement, le truc est super bien organisé, question logistique. Par contre, ce qu'il faut quand même dire, c'est que j'avais acheté quelques packs de chips. J'avais acheté des Pringles pour ne pas les citer, mais tout le monde reconnaît le tube de chips, il y a que. Ça, Et bon, là, je dois dire que j'ai quand même eu que des miettes de Pringles. Hein, donc, t'es bien secoué, quoi. Voilà, ça souffre un peu dans le voyage. Dans le transport. Mais tu le referas ou pas Écoute, oui, parce que y a des produits en tant que Belge que nous on n'a pas ou qu'on doit se farcir la frontière française pour avoir. D'accord. Donc il y a certaines marques qui sont difficilement trouvables. Et si c'est pour remplir les collations des gosses pour les 6 prochains mois, c'est pas mal, quoi. Je trouve que ça te fait un peu de variété une fois de temps en temps. Mais ça t'empêche pas par contre d'aller faire tes courses en Belgique. Évidemment. Ça change rien, tu sais pas tout faire. Une fois de plus, je le répète, ce podcast est produit et réalisé en Belgique. Et donc forcément, quand on vous cite des marques locales, on est des fois un petit peu gêné parce qu'on ne connaît pas les marques françaises. On a aussi cité des marques comme Colruyt, Deleuze, Carrefour, ça on a chez nous aussi, mais il y en a d'autres comme ça, et donc on est un petit peu désolé. Si vous, par contre, vous avez la traduction française, c'est Intermarché, Leclerc, Auchan, qui font en tout cas la livraison à domicile, peut-être d'autres services qu'on ne connaît pas, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, comme ça tout le monde comprendra beaucoup plus aisément. Marc avait quelque chose à rajouter? Oui, moi je rajoute qu'Amazon Pantry, c'est peut-être très bien dans le sud du pays, puisque Seb habite le sud de la Belgique. Oui. Au nord, il n'y a pas Amazon Pantry. Ils ne livrent pas encore, ils n'ont pas encore passé la frontière linguistique. Oui, ça, c'est encore une particularité de notre beau pays. Je ne sais pas. Tout ce que j'essaye de commander sur Amazon Pantry, j'ai un gentil message qui me dit « Les articles Amazon Pantry ne peuvent pas être expédiés à l'adresse sélectionnée ». Parce que pour tout vous dire, on a des chroniqueurs partout en Belgique. Je pense que je comprends pourquoi. Parce que les produits ne sont pas avec des étiquettes néerlandophones. Tout à fait, t'as tout compris. Ça pose un petit problème évidemment chez nous, parce que tous les produits vendus doivent être dans la langue de la région. De la région. Oui. C'est beau la Belgique, vous savez. Un jour, on vous fera un hors-série spécialement pour nos amis non belges, parce que ça peut intéresser les Suisses et les Québécois également, sur la Belgique, et vous verrez que vous ne comprendrez rien. En tout cas, si on vous explique bien, vous n'allez rien comprendre. On en a fini peut-être avec la lettre A comme Amazon. C'est une bonne nouvelle. Pantry, ça n'a rien de très technologique, mais c'est Amazon, c'est le web, tout ça, donc ça fait partie de notre ligne éditoriale, comme on dit pompeusement. On peut passer la lettre A comme Apple, parce qu'il se passe des choses du côté de chez Apple cette semaine également. On connaît par exemple le trésor d'Apple qui se monte à combien de milliards, Marc? Ça se compte en centaines de milliards, c'est ça Alors, écoute, on va dire ça d'une autre manière, plutôt que de donner le chiffre brut. On va dire que si tu prends la réserve de change, donc la réserve de change, c'est le total des avoirs en devises étrangères et en or qui est détenu par une banque centrale. C'est ça, oui.
Ça donne généralement une idée du tas de brousouf dont on va parler. Qui nous dépasse l'imagination complètement, quoi. Totalement. Voilà. Eh bien donc, si tu prends les réserves de change combinées du Canada et de la Grande-Bretagne, oui. T'es encore en dessous. Ah oui, d'accord. Donc en fait, les réserves d'argent, le trésor de guerre d'Apple a dépassé les 250 milliards de dollars. C'est énorme. Hein. C'est-à-dire que la boîte pourrait sans aucun problème se payer la Belgique. Par exemple. S'ils avaient un jour envie de dépenser leur sous à des conneries, ils pourraient se payer la Belgique, par exemple. Moi, je peux le dire, c'est pas une affaire. Non, pour l'instant, pas vraiment, non. La France non plus, c'est pas une affaire. Mais la Belgique, encore moins, je pense. Voilà. Donc voilà, l'estimation devrait être prochainement confirmée, parce qu'évidemment, pour l'instant, ce n'est pas encore officiel, mais elle devrait être officialisée par Apple lors de sa prochaine déclaration de revenus. Et ça pourrait effectivement, sans doute, donner à la boîte quelques options d'investissement assez intéressantes. Donc, il faut savoir que le trésor de guerre, à l'origine, c'était une décision qui avait été prise par Steve Jobs. Le cofondateur d'Apple avait pris cette décision après que sa boîte ait dû être renflouée par Microsoft en 1997 à hauteur de 150 ou 200 millions de dollars. Ils étaient le couteau sous la gorge, ils n'avaient plus aucun choix. Ouais. Et c'est à cette époque-là que Microsoft avait injecté des fonds et a pris une participation. C'était une décision quand même relativement courageuse à l'époque parce qu'ils étaient vraiment à la corde et Steve Jobs avait décidé qu'ils allaient mettre de l'argent de côté. Alors la réserve entre 2011 et 2016, elle a doublé. Donc ça donne quand même une idée. Et pour avoir un chiffre, puisqu'on aime bien les chiffres, c'est 4 dernières années, le taux moyen de progression, c'est 3,6 millions de dollars par heure. Oui, c'est ça. C'est assez impressionnant. Donc ils sont quand même des belles. Je l'ai pas sous la main, c'est dommage parce que je l'avais envoyé en tout cas sur Twitter, me semble-t-il. Enfin, je l'avais partagé avec vous, petits camarades des technos. C'est la proportion d'acquis, de bénéfices des GAFA. Donc Google, Facebook et Apple est toujours en tête, même si ils ont gagné un petit peu moins en 2016 que d'habitude. Ça reste quand même beaucoup d'argent. Tellement qu'on ne peut pas se le figurer. En tout cas, nous, on ne voit pas ce que ça représente. C'est un chiffre, quoi. C'est juste un chiffre. C'est un chiffre énorme, mais c'est un chiffre qui donne une opportunité à Apple, opportunité qui revient, parce qu'on avait déjà parlé à l'époque. Et maintenant que le chiffre est connu, plus ou moins officiel, il y a 2 noms qui ressortent dans les perspectives d'achat d'Apple à court terme. Court terme étant ici 6 à 12 mois. Netflix. Et Tesla. Ah bah oui, effectivement, c'est des possibilités. Là, maintenant, ils ont les moyens de tout, voilà. Mais le front-il, ça, c'est une autre question. Il faut voir quels sont les projets, quels sont les projets d'avenir. Ceux qui ont la vidéo ont déjà vu passer un slide, parce qu'on va rester à la lettre Apple, Marc, pour parler de Google et Amazon, qui ont créé leur propre application Apple Watch. Oui, en fait, l'actu ne vient pas vraiment du fait que Google, Amazon et aussi eBay avaient créé leur propre appli pour Apple Watch. C'est un peu normal. Le fait, c'est surtout qu'ils l'ont supprimé de l'écosystème. Donc, leur appli n'est plus disponible sur Apple Watch. Et personne ne s'en est rendu compte. Oui. C'est ça, en fait, depuis fin avril, donc dernière semaine d'avril, donc ça fait maintenant 2 semaines, grosso modo, que les applis ne sont plus disponibles. Et grosso modo, c'est seulement maintenant que ça commence à sortir. Donc, aucune des entreprises n'avait annoncé qu'elles allaient tuer leurs applications. Il y a juste eBay qui avait posté un truc assez succinct en disant on va le retirer temporairement le temps de faire quelques aménagements. Mais la disparition de ces applis est passée tellement inaperçue qu'on se demande si elles ont été un jour utilisées. C'est à mettre en rapport avec un autre fait, c'est que aujourd'hui, même si l'Apple Watch reste aujourd'hui la montre connectée la plus vendue, par rapport aux chiffres de l'année précédente, et donc qui se portaient principalement sur l'ancien modèle d'Apple Watch, il ne faut pas oublier, on est à la génération 2 maintenant, les ventes ont baissé de 70%. Ah oui. C'est à mettre en perspective aussi avec la baisse des ventes des autres montres connectées, notamment les montres Google. On se rappelle que Google avait dû reporter à plusieurs reprises le lancement de Android Wear 2 pour cause de problèmes, de bugs, etc. Et encore après la sortie, le nombre monstrueux de montres qu'on devait voir débarquer, finalement, il n'y en a pas eu grand-chose. Il y a eu LG, Samsung a sorti sa propre montre, Huawei en a sorti une, mais on ne sait pas tellement finalement où elles en sont, est-ce qu'elle est sortie, est-ce qu'elle n'est pas sortie.
Voilà, et la seule... Il y en a une un petit peu particulière dont on parlera dans un hors-série d'ailleurs avec Bruno, un hors-série à apparaître prochainement. Ouais, effectivement. Et la seule qui était vraiment outsider, qu'on avait testé, que j'avais même porté pendant quelques mois, la Pebble, Pebble est mort. On le sait, ils ont été rachetés par Fitbit pour quasi rien, et voilà, le truc est mort. Donc, la mode est plus au tracker physique qu'à la montre connectée pure et simple. Hein. Pour l'instant, c'est ça la tendance. C'est ça la tendance, et ça confirme que pour l'instant, il y a deux appareils, on va dire, qui subissent un déclin relativement prononcé, c'est les smartwatches et les tablettes. Continuent vraiment à... Alors qu'Apple est quand même encore un bon vendeur de tablettes. Je lisais encore cette semaine, manifestement, ça se passe encore pas trop mal. Je veux dire, ils en vendent de moins en moins, mais ils en vendent plus que d'autres. On va voir ce que la WWDC va nous apporter comme nouveau matos. Peut-être qu'ils ont une surprise. Affaire à suivre. Affaire à suivre, comme on dit, bien sûr. Je ne sais pas, enfin, on a déjà parlé ici de clavier mécanique. On a aussi des gens qui sont fans de souris mécaniques. C'est le cas de Sébastien, parce que le clic-clic que vous entendez depuis tantôt, c'est sa souris, à mon avis. Ah non, ma souris, si tu regardes bien ma souris... Ah oui, elle est silencieuse. Elle clique pas. Écoute, j'ai un clic. Lui cliquette. Ça doit être Marc alors qu'il clique. Lui cliquette. Moi, j'ai horreur de ça. Oui, ça doit être fluide. C'est insupportable. Je suis juste une petite parenthèse, entre guillemets, pour passer la parole à Seb, toujours à la lettre A comme Apple, parce que bientôt il y a une espèce de pénurie d'iPhone en fait. Ah non. Seb. Non, c'est pire. Regarde, tu vois, je scroll. T'entends rien. Non, j'entends rien. Le silence. Et donc, non, pire qu'une pénurie, une interdiction. On en vient à ça. Et là, en fait, on a parlé déjà de pas mal des problèmes de royalties avec Qualcomm sur tout ce qui est puces et tous les brevets qui détiennent. Donc, c'est eux qui font, en gros, tout ce qui est chipset pour communication en 3G, 4G et compagnie, hein, Qualcomm, et les processeurs, ils font vraiment une chier de trucs sur tout ce qui est mobile. Oui. Et en échange de ça, la plupart des producteurs de smartphones aujourd'hui payent un bon pourcentage de leurs ventes à Qualcomm. C'est ça. Et donc il y a une guerre qui a commencé entre Apple et Qualcomm il y a quelques mois dans divers pays. Et ici, on reprend sur le sol américain, sur lequel effectivement Apple a décidé il y a quelques jours, d'un point de vue unilatéral, de dire finalement les royalties à Qualcomm, je m'assieds dessus. Donc c'était le next step dans la guerre entre les deux. Et Qualcomm a simplement réagi, vu que ils se disent ok, les tribunaux, ça va prendre des années, ça va coûter cher, ça c'est sûr, mais en tout cas ça va prendre des années avant qu'on récupère notre argent. Eh bien on va faire des pressions sur Apple d'une autre manière. On va saisir l'ITC, donc le gendarme de tout ce qui est commerce international aux États-Unis. Et on va demander à l'ITC d'interdire les importations d'iPhone parce que ils violent des brevets qui sont déposés aux États-Unis. Donc maintenant c'est à l'ITC de trancher, hein. Ils ont cette autorité, et la seule personne aux États-Unis qui a la possibilité, l'autorité de bloquer cette décision de l'ITC, c'est le président Trump en l'occurrence, ce qu'avait fait Obama à l'époque quand Samsung avait fait interdire les iPhones aux États-Unis. Et donc c'est un peu la même chose. Il y a une probabilité importante que l'iPhone se fasse interdire, et ce sera à l'administration américaine de casser la décision ou de laisser Apple dans son jus et de ne plus pouvoir vendre ses téléphones sur son marché, ce qui risque d'être assez croustillant. Ça peut être rigolo, c'est peut-être pas le mot, mais comme Apple vient de rendre ses résultats, ça passera peut-être sur le côté, le temps de régler la situation. C'est quand même embêtant, c'est le moins qu'on puisse. Oui, quand tu as 250 milliards sur ton compte, tu peux bien payer quelques royalties. Voilà, c'est ça. Hein, faut pas non plus faire. Je remarque qu'il fait. Non, on peut pas faire la fine louche. Allons-y. Généralement, plus t'en as, moins t'as envie d'en lâcher. C'est peut-être pas une règle, mais c'est en tout cas quelque chose qui remonte régulièrement. On va avancer, les enfants, parce qu'on est toujours qu'à la lettre A. On peut passer à la lettre B, par contre. La lettre B comme bidule, c'est la rubrique. À mon avis, c'est la rubrique à braque de Marc, ça toujours. Hein. B comme bidule, puisqu'on va parler de Huawei. Là, je l'ai bien dit. Hein. Huawei qui lance un produit qui ressemble, à s'y méprendre, à du Raspberry Pi, Marc, mais qui est un petit peu plus costaud, me semble-t-il. Plus costaud et plus cher aussi, effectivement. Ça s'appelle le iKey 960. C'est un truc. C'est un truc en poulet.
Oui, c'est ça. Ouais, grosso modo, c'est ça, c'est poulet saveur soja. Voilà. C'est issu d'une collaboration entre Google et Huawei et ça se pose en concurrent direct du Raspberry Pi 3, mais en un peu plus cher. On rappelle, un Raspberry Pi, la carte seule coûte $35. Ici, le bousin va quand même coûter $239. Ah oui, c'est quand même pas... Oui, c'est quand même autre chose. Alors, le but, c'est de permettre aux développeurs de coder leurs applications et les softwares dédiés aux plateformes ARM directement sur une plateforme qui est beaucoup plus puissante. On parle quand même d'un processeur octa-core. En l'occurrence, c'est celui qui est utilisé par les tablettes Mate de la marque, donc de Huawei. Ça embarque en plus tous les connecteurs que l'on retrouve, donc le fameux port GPIO que l'on retrouve sur les Raspberry, port compatible, qu'on commence à retrouver sur une foule de cartes similaires. Hein. On avait déjà parlé, je crois, du Latte Panda, qui était une carte plus ou moins du même style, mais avec une architecture plus x86. Ben voilà, ici, c'est un truc qui est clairement orienté Android, qui peut aussi faire tourner du Linux, mais dont la vocation de base, ça reste Android. Sinon, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Ça va être, voilà, ça vient de sortir, il va falloir qu'un écosystème se développe derrière. À noter que Google a déjà mis en place toute une procédure pour pouvoir installer Android 7.1 et tout le SDK qu'il faut pour commencer à coder vos propres applications. C'est déjà disponible, on peut le trouver, principalement via des boutiques chinoises. Évidemment, pour l'instant, c'est principalement limité à la Chine au niveau du marché, mais certainement que via des boutiques comme Gearbest, par exemple, vous allez rapidement pouvoir vous en procurer si vous avez envie de mettre vos petits bois boudinés sur ce genre de choses. Petite précision par rapport à un Raspberry, chose que je trouve assez incompréhensible pour un truc de ce niveau-là et qui fait tout le charme du Raspberry pour moi, il n'y a pas de port Ethernet. Ça, c'est je suis vachement déçu. Du coup, ça s'adresse à qui, ce type de produit? Parce que à des bidouilleurs, à des gens qui ont besoin d'une réserve de puissance davantage de puissance que le Raspberry, qui reste quand même limité. Ça reste un processeur dual-core à 1 Bien sûr, mais ça GHz. fait quand même déjà beaucoup de choses. Ça fait énormément de choses, mais parfois tu as besoin de trucs un peu plus puissants. À noter de manière assez incompréhensible que malgré la puissance du truc et malgré le chipset graphique qui est capable de supporter des flux 4K, la sortie vidéo est bridée à du 1080. Donc, est-ce qu'ils ont voulu aborder, est-ce qu'ils ont voulu bidouiller un truc en vitesse? Est-ce que c'est une pré-version? Est-ce qu'il y aura une version 2? On ne sait pas. Ça a le mérite d'exister. C'est le bidule de la semaine. Maintenant, si vous trouvez une utilité à ce genre de truc, ben dites-le nous, parce que à première vue, comme ça. À ce prix-là, en tout cas. À ce prix-là, je me demande un peu. Dans quel cas, Sébastien, aurait-on besoin de plus de puissance avec un bidule du genre? Alors, ici, j'ai pas vu toutes les specs du bidule, donc je parle... Oui, parce qu'il y a puissance et puissance, évidemment. Oui, mais au niveau puissance, c'est pas forcément ça qui va intéresser les développeurs, c'est d'abord l'écosystème qu'on va te donner pour pouvoir travailler dessus, de un, et surtout, après, les possibilités d'un point de vue industriel, avec des guillemets, au niveau de la carte. C'est-à-dire que si tu prends, par exemple, le Raspberry, de mémoire, dans le Raspberry, tu n'as pas de Watchdog. Donc tu as des cartes chez d'autres fournisseurs comme VIA et d'autres trucs plus industriels qui te permettent d'embarquer ton OS et que ta carte, toutes les X secondes, ton programme précise à la carte « je suis vivant ». Et que s'il ne précise pas qu'il est vivant, tout le truc se remet en route de zéro. Donc on peut aller dans des trucs un peu plus, tu vois, un peu plus solides, entre guillemets, avec du auto-power-on, des ports, etc. Au-delà du prototype, quoi. Ça va un peu plus loin que le simple prototype. Oui, mais il y a plein d'autres solutions et c'est vrai que moi ce que je trouve assez intéressant dans ce que Marc dit sur le fait que Huawei débarque là-dedans, c'est que ça lance une mode assez intéressante. Déjà, il y a Asus qui en a lancé un il y a pas tellement longtemps. Là, je veux dire que j'étais un peu circonspect parce que c'est pas directement leur créneau, mais quoique. Et Huawei, c'est qu'en fait ils fournissent des téléphones, donc ils ont l'habitude d'avoir ça. Je veux dire, ce qu'ils proposent comme carte, c'est un téléphone avec des ports dessus. Oui, c'est un peu ça. Donc, si Huawei le fait, ils ont toute la techno pour, et tu peux espérer avoir ça chez d'autres fournisseurs de téléphones avec des trucs extrêmement puissants. Il y a ça, et puis alors il y a le port qui devient, semble-t-il, une norme qui est utilisée sur le. Je sais plus comment tu l'as appelé, Marc. Le GPIO. Le GPIO, oui. Le GPIO. Ça, c'est vraiment devenu une norme. Oui, c'est ça, et qui va permettre d'interfacer des choses qui existent déjà.
ou des choses en devenir, parce que finalement, plus quelqu'un utilise une norme, plus il y a de tiers pour créer des objets qui vont pouvoir se connecter à ce connecteur, à cette norme de connecteur. Donc tout ça est plutôt prometteur finalement. Mais le prix, bon voilà, pour le bidouilleur entre guillemets du dimanche, c'est peut-être un petit peu cher, c'est peut-être pas totalement justifié, en tout cas dans l'immédiat. Hein. Je dis pas de bêtises. Non, c'est cher, mais c'est pour de l'industrie. Si c'est un niveau industriel, c'est pas cher. Non, il doit être d'accord. Je parlais du bidouilleur du dimanche, moi. Oui. qui peut faire des choses industrielles. Mais bon, oui. On passe à la lettre F et on change complètement de domaine. Hein. Pour le coup, on va parler de Facebook, Marc, puisque Facebook teste la fidélité dans les magasins. De quoi s'agit-il ? En fait, Facebook est en train de tester un système pour rendre son application encore plus indispensable. Oui. Et ils ont imaginé depuis quelques mois de coupler à tout l'écosystème qui existe déjà derrière l'application smartphone un système de fidélité pour la clientèle à base de QR code. D'accord. Donc grosso modo, ce système permet d'inciter les membres à se rendre dans des magasins de marques partenaires et à bénéficier davantage en échange de QR codes qui sont scannés via l'application. Donc en fait, les récompenses permettent aux utilisateurs d'obtenir des réductions ou de cumuler des points de fidélité. Et l'idée bénéficie d'abord aux marques, forcément, qui ont plus de raisons de cibler des clients via toute la plateforme de Facebook et les systèmes de targeting extrêmement précis que cela permet, même s'ils n'ont pas toujours accès à toutes les données de leur base de clientèle. Ça permet évidemment à Facebook de trouver des nouvelles formes de monétisation parce qu'il y a fort à parier, même si ce n'est pas clair ou transparent, que les marques payent pour avoir ce genre d'avantages. Et ça permet effectivement aux utilisateurs, eux, d'obtenir des réductions dans plusieurs commerces sans avoir à s'embarrasser d'applications supplémentaires ou de cartes de fidélité supplémentaires. Petit secteur sur lequel on commence à avoir un peu l'habitude. Donc en fait, c'est pas nouveau. Hein. Facebook poursuit ce genre de réflexion depuis 2012 déjà, à l'époque où ils avaient lancé un truc qui s'appelait les offres, qui fonctionnait grosso modo sur le même principe, à la différence qu'elles étaient principalement utilisables sur Internet. Ici, on sort purement du virtuel pour rentrer sur un secteur qui est plus matériel avec ces fameux QR codes et donc Facebook essaye de prouver qu'il peut avoir un impact quantifiable sur les achats physiques. Et donc, via toute une série de partenariats avec des services d'analyse de données pour voir quels achats, quel type d'achat, quel historique, ce que tu as liké mène vers quels achats en magasin, à quelle fréquence, etc. Notamment en faisant par exemple concorder les signaux GPS et Wi-Fi de l'enseigne avec le mobile de l'utilisateur. Ils peuvent fournir une masse de données assez importante en amont pour permettre aux marques de targeter la manière dont leur fidélité va être mise en place. Évidemment, le pari du QR code est un peu surprenant dans la mesure où le concept pour l'instant est testé dans la baie de San Francisco et du côté de Los Angeles, c'est-à-dire le bassin naturel d'expérimentation de ce genre de boîte. Le QR code étonne parce que c'est un concept qui est beaucoup plus familier, beaucoup plus utilisé du côté asiatique. Côté européen, je ne sais pas trop ce qu'il en est. Côté américain, ils sont encore limités au bon vieux barcode habituel. Évidemment, ce qui est certain, c'est que les grands perdants là-dedans, si les applications devaient débarquer, si ce système devait débarquer chez nous, ce serait par exemple toutes les applications qui utilisent toutes les applications qui permettent de centraliser les programmes de fidélité. C'est ça, ouais. Et qui n'auront probablement que très peu de chances, sauf à vraiment travailler sur des secteurs extrêmement précis, face à un réseau qui amène d'office 1,8 milliard de consommateurs, bientôt 2 milliards. Quoi. C'est une affaire à suivre, comme on a l'habitude de dire, Seb, non ? Oui, honnêtement, je suis totalement circonspect sur le concept chez eux, parce que la plupart des gens qui utilisent ça sur leur téléphone, Facebook, c'est pas totalement pour lier ce genre de concept à ça. On est sur du partage social et pas sur de l'achat en magasin. Donc je suis pas certain que d'un point de vue psychologique ça adhère. D'ailleurs, ils font ça depuis 2012 et ils ont déjà changé 3 ou 4 fois de concept. Ils arrivent toujours pas à le faire. Et il faut voir que Facebook le fait pas ici parce qu'il y a une demande de la part de leurs utilisateurs. C'est parce qu'ils essayent de prouver que leur publicité
génèrent du cash et fonctionnent. Et donc, ils le font à un mauvais essaim. Donc, pour moi, l'abeille va s'écraser contre un mur. Il y a aussi une autre raison pour laquelle ils le font, et c'est une raison purement démographique. L'audience de Facebook aujourd'hui a vieilli. Ce n'est plus l'audience. Les jeunes ont déserté Facebook. Les jeunes utilisent d'autres plateformes Snapchat, pour continuer à garder les vieux, entre guillemets, qui sont les utilisateurs, donc les personnes plus âgées, plus mûres. Pour garder ce public et le fidéliser, ils doivent mettre en place des nouveaux outils qui vont permettre à ces gens de trouver un intérêt dans le fait de continuer à utiliser Facebook. Donc là, ça a du sens. Mais comme dit Seb, je suis pas certain, vu la manière dont ils ont déjà réarrangé leur truc plusieurs fois, je suis pas certain qu'ils aient déjà trouvé la bonne formule. C'est pas prêt quand je vous écoute, j'ai l'impression qu'ils sont pas prêts de la trouver, cette nouvelle formule. Non, ils sont pas prêts, et pour plein de raisons, mais là on pourrait faire un débat de 2 heures. Mais il y avait un autre réseau social qui était un petit peu sur le même genre de truc, c'était Foursquare. Et là, il s'est pas pris juste le mur, il a pris toute la façade et la toiture sur la tronche. Ils ont fait des choix très particuliers quand même. Oui, bien sûr, mais en créant, c'est Swarm, c'est Swarm. Ça c'est assez particulier quand même. Mais même la boîte en tant que telle, je suis pas sûr qu'elle aurait continué à grimper aussi fort que ce qu'on aurait pu l'espérer. Donc c'est pas si évident. Et puis il y a un autre aspect qu'ils oublient assez facilement parce que ils sont américains et qu'ils ont l'impression que tout le monde va effectivement suivre le concept d'une manière, je vais dire, béate, docile et aveugle. Malheureusement, la plupart des boîtes à laquelle ils s'adressent veulent un contrôle sur ces données parce que c'est lié à des CRM, parce que c'est lié à des trucs, et ça ne fait pas partie de l'ADN de Facebook. Donc ils peuvent s'attaquer à du commerce de petits retailers, sans vouloir dénigrer ici, du commerce de proximité ou des toutes petites chaînes qui n'auraient pas ce genre d'outils. Mais même là aussi, à certains moments, ils vont vouloir accéder à leurs données. Donc là, c'est perdu. Et chez le petit retailer, je ne vois pas vraiment directement l'intérêt d'un Facebook d'aller chez eux. Donc c'est vraiment un marché qui est compliqué. Est-ce que pour réussir ce coup-là, ils vont devoir s'ouvrir, simplement, justement changer de politique chez Facebook et offrir des API, par exemple, à des tiers pour pouvoir arriver à ce que la sauce prenne enfin Allez, ils ont déjà, mais c'est comme sur les bots. J'ai l'impression que l'année passée, on a parlé de bots dans tous les sens. Il y a moins d'un an. On voit encore quelques articles passer, mais j'ai toujours vu personne qui utilisait le moindre bot. Personne dans l'industrie, ici en Belgique en tout cas, ne fait en tout cas plus état de développement d'un bot magnifique pour Facebook. Là, je me pose la question autrement. Est-ce que quelqu'un est prêt à travailler avec Facebook? C'est la question. Je suis pas certain. Pour moi, ça dénote trop par rapport à leur image. Le réseau social, c'est pas le rôle, et c'est peut-être pas là qu'on les attend non plus. Peut-être. Ok, bon, je pense qu'on a bien fait le tour de cette question, et c'est vrai qu'il y a débat sur. Oui, mais c'est normal, c'est notre boulot. Oui. Particulièrement. Oui, je sais. Mais voilà, on peut pas en faire 2 heures comme tu le proposais justement. Mais c'est comme tu veux. Moi, si t'as de la place sur ton disque, on est parti. Non. Moi, je suis encore avec des 33 tours et j'ai pas la place. Mais on reste par contre à la lettre F comme Facebook, Seb, puisque tu avais une information à rajouter, mais qui va un petit peu dans un autre sens. C'est que Mark continue en quelque sorte sa course à la présidence américaine. C'est une façon de voir qui effectivement est assez proche d'une certaine réalité, on va dire. Oui, écoute, quand j'ai vu l'article et la photo, je me dis mais qu'est-ce qu'il fout il est en train de filer à becqueter une vache. Je dis mais je ne suis pas encore réveillé, ou j'ai pris un truc qui était pas net hier soir. Et non, effectivement, j'ai continué à regarder les photos, et puis j'avais l'impression d'avoir un album, tu sais, de Martine va à la plage. Ici, c'était Martine est à la ferme, elle a donné du lait à la vache. Oui. Martine est rentrée dans l'étable, et puis après, tu vois une photo, je te jure, tu vois une photo avec Mark qui rentre avec le fermier, et puis Mark Zuckerberg rentre avec le fermier pour manger avec la famille. Qu'est-ce qu'il fait? Il se paye une image de Mark, pour le coup, c'est drôle, voilà. Un petit peu particulière, proche des gens, proche de la Terre, autre que purement numérique, c'est ça? Oui, c'est ça, et c'est juste ça, et c'est des gars de son équipe qui sélectionnent des familles, il va passer la journée avec les familles. Donc là, il montre que c'était un bon Américain qui a été se prendre une journée à la ferme. C'est ça. Donc, je ne comprends pas l'intérêt pour Facebook,
Peut-être un intérêt plus personnel, du coup. Ouais. Donc l'intérêt personnel, parce qu'on sait qu'effectivement Marc a une certaine amitié pour la politique, un certain attrait pour la politique. Bah écoute, je ne serais pas étonné que après Trump, qui a ouvert la voie vers d'un industriel qui débarque en tant que président américain, je ne serais pas étonné de voir quelques personnalités. Il serait pas étonnant que on parlait des GAFA, que l'un d'entre eux s'intéresse de plus près à la politique. Pourquoi pas? Parce que finalement, c'est ouvert à tout le monde. Avoir des idées et les porter, a priori, ça devrait pas... Je sais pas, mais je serais pas forcément plus pour lui que pour Trump. Je ne sais pas. Tu vois, une fois de plus, ça dépend du programme. Mais là, on peut rentrer dans une conversation qui va rallonger qui va durer 2 heures. 4 heures. Ou 4. Peut-être. Je ne vous ai pas interrompu. Laissez-moi parler de mon programme qui continue avec la lettre G, par exemple. G comme Google, justement, puisqu'on parlait des GAFA. Marc, on va parler de Google Home pour le coup, qui va nous aider à cuisiner, qui aidera peut-être Mark Zuckerberg à cuisiner demain. Pourquoi pas? Ouais, Google Home passe à la casserole, grosso modo. C'est ça. Aux États-Unis, encore une fois seulement. Mais donc l'assistant en domotique s'est enrichi d'une nouvelle fonctionnalité assez sympathique pour tous ceux qui aiment bien remuer les casseroles derrière les fourneaux. Ils ont intégré 5 millions de recettes de cuisine. Les foufous. Il y a des mots sur lesquels on ne peut pas bégayer. Non, on ne peut pas. Pas sur les foufous. Pas sur les fourneaux. My bad. Voilà, non, mais c'est pas grave. Donc, ils ont embarqué 5 millions de recettes de cuisine de sites comme le New York Times, Food Network, Bon Appetito, il y en a plein d'autres, on peut les citer. Et donc, grâce à l'intégration, l'utilisateur va pouvoir rechercher via une application Google Assistant, la recette de son choix et l'envoyer sur le Google Home, qui va alors être prêt aux commandes avec, en attendant, des mots-clés. OK Google, commence à cuisiner. OK, c'est quoi la deuxième étape? Dis-moi après, etc. Et l'appareil va vous guider avec une belle voix de synthèse à vous dire ce qu'il faut comme quantité, ce qu'il faut faire, etc. Donc ça a l'air de rien, c'est probablement tout con au niveau de la mise en place, mais ça ouvre un pan d'activité assez colossal pour toute une série de gens qui n'avaient pas un intérêt immédiat à avoir ce genre de bidule chez eux. C'est un joli coup. Ouais. Et franchement, je connais pas mal de gens en Belgique ou en Europe, tout bêtement, qui, étant réfractaires au concept d'avoir une oreille qui écoute toujours tout ce qui se passe chez eux, qui seraient d'accord d'avoir ça dans leur cuisine, par contre. Si l'application, en tout cas les réponses, entre guillemets, de Google Home sont basées sur un timer ou une chose du genre, ça peut même avoir un intérêt presque éducatif, dans le sens où, si, par exemple, à partir du moment où tu fais bouillir du lait, après un certain temps, Google Home te dit, normalement, ton lait est en train de bouillir et qu'à ce moment-là, il bout, ça peut avoir un intérêt supplémentaire, non? Apparemment, c'est pas encore le cas. Pour le moment, ça se limite à te lire les étapes. C'est ça. Avec chaque fois, toi qui dois donner l'impulsion pour passer à l'étape suivante. Ouais. Mais on peut tout à fait imaginer qu'un jour, on puisse dire « Ok, Google, j'ai mis le lait, dis-moi quand il est prêt. » Oui, c'est ça. Ou combien de temps je le laisse, ou voilà. Ça peut avoir un intérêt supplémentaire. Pourquoi pas. En plus de ça, si vous vous intéressez à ce domaine-là en particulier. J'imagine que demain... par exemple. Par exemple. J'imagine si demain, Google Home s'intéresse au maquillage, par exemple. Des choses, ça va intéresser plein de gens. En combinaison avec la caméra. Par exemple, oui. Enfin bref, on reste à la lettre G comme Google. C'est pour parler, on enregistre le 4 mai. Aujourd'hui, 4 mai, on a appris qu'il y avait une attaque de phishing assez importante passant par Gmail, si je ne dis pas de bêtises, Seb. Yep, tout à fait. Et c'est un truc assez bateau. C'est des trucs assez qu'on voyait encore il y a quelques années. C'est des trucs assez couillons dans le sens où tu reçois un mail qui te dit blablabla, tu dois cliquer ici pour voir le document. Un document qui serait sur Drive, en l'occurrence. C'est ça, et donc tu as le petit bouton ouvrir le document sur Drive, tu ouvres le truc, et en fait c'était un site qui ressemble à celui de Google Doc, mais qui n'est évidemment pas celui de Google Doc, c'est sur un domaine qui n'appartient pas à Google, et qui te demande ton identifiant. Et une fois que tu as donné tes identifiants, en plus, il t'a demandé, mais tu ne l'as pas vu, les autorisations il force les autorisations, et pour accéder à tout ton compte,
Google, et grâce à ça, après, il va écrire à tous tes amis pour ouvrir le document. Donc, c'est le truc classique de l'époque, hein, des messageries instantanées ou des boîtes, des webmails, c'était on envoie à tous tes amis, et le virus, c'était Melissa, je pense, à l'époque, qui faisait ça. Oui, ça semble. Et qui renvoyait un mail, etc., etc. Donc on est revenu sur le même principe. Voilà, ici, ça a réussi, et c'était la première fois depuis très longtemps en tout cas, à passer outre les protections de Google en l'occurrence, qui a un petit peu paniqué aujourd'hui sur le truc. Et donc ils ont publié une petite réponse sur leur site pour dire ok, ben on a réussi à bloquer cette attaque. Faites très attention, en tout cas pour le moment. Nos ingénieurs travaillent à proposer une solution pour définitivement bloquer ce genre d'attaque sur notre réseau, parce que effectivement, maintenant qu'ils ont montré la voie, demain tu peux avoir un clone pour faire exactement la même chose. Celle-ci a été bloquée, mais le principe n'a pas encore été bloqué. C'est bizarre quand même, hein, qu'il soit retrouvé comme ça, un petit peu piégé, en plus de ça avec des outils, enfin sous la bannière d'outils qui leur appartiennent, hein, Google Drive, etc. Parce qu'en général, ils sont assez efficaces contre le spam, le phishing et les choses. Ils bloquent quand même beaucoup de choses, et donc là, ils se sont fait prendre un petit peu, à mon avis, par surprise, ou quelqu'un était plus malin qu'eux, je sais pas. Ça arrive, hein. Ça peut arriver, bah oui. L'informatique n'est faite que par des humains derrière, et les humains sont par définition faillibles, donc voilà, ça arrive. Il faut juste faire attention et pas être un couillon, comme tu disais, et cliquer sur n'importe quoi un petit peu trop vite. Tu parlais du virus Melissa, il y avait I Love You, c'est un parfait exemple aussi d'incitant. On me dit qu'on m'aime, alors je clique sur le lien. Non, pas là. C'est drôle, hein, tu vois, moi je me souviens de Melissa, toi c'était I Love You. Chacun ses trucs. Marc, c'était quoi toi ton virus? Ça va être un truc tordu, tu vois. Un truc un peu. Un truc de geek. Même pas, non, franchement. Dark Vador, un truc. Je me rappelle d'un virus qui a été chopé par quelqu'un de ma famille, mais c'est le truc. La ch'touille. Le truc con par excellence, c'était le bon vieux virus avec soi-disant des photos d'une star quelconque à poil. Oui, ça c'est propre à la famille ton aussi. Père encore. On va pas s'immiscer, c'est une affaire familiale. Ils ne s'en sont pas encore bien remis de cette histoire. Bonjour papa. Bonjour monsieur Marc. Non, c'était pas papa Marc. Non. Bon allez, on avance, Seb, puisqu'on est toujours à la lettre G comme Google, avec une petite information, hein, pour le coup. Ce qu'il faut savoir, c'est que, je le dis, si vous nous suivez en vidéo, ça vous concerne également. Google est en train de déployer sur YouTube une nouvelle version, un nouveau look aux pages YouTube, et avec certaines fonctionnalités dont il va nous parler Sébastien. Oui, ça c'est de la bref, mais j'adore cette couleur, hein, si je peux dire. Oui, ça se voit. Voilà. Et donc, si vous voulez avoir accès aux nouveaux thèmes de YouTube, c'est simple, vous faites youtube.com/new. Oui. Et vous reloadez la page, et ça y est, vous êtes sur le nouveau thème. Vous avez moyen de revenir en arrière, mais comme de toute façon ça va être le nouveau thème pour bientôt, autant s'y habituer tout de suite. Moi je trouve que le truc est assez bien foutu. Un peu plus aéré, oui. Oui, c'est ça, c'est propre, c'est net, c'est sympa. Donc je garde, et puis surtout je garde encore plus parce que quand vous allez dans le menu, en haut à droite, vous pouvez activer le menu, le thème foncé. Et donc ça y est, alléluia, on peut avoir un YouTube qui est sur un fond noir. Parce que tout est sous fond noir chez moi, parce que j'ai pas de raison de me prendre mes écrans avec un gros fond blanc dans la tronche la nuit. C'est sur fond noir, c'est calme, c'est zen. Et donc ici, j'aurai enfin aussi des sites web qui seront en noir. J'adore. Tu fais des économies d'énergie aussi. Non, c'est un hoax, monsieur. C'est pour ça que je le dis. Ça pourrait être drôle, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Non. Mais je vois que tu aimes le noir derrière aussi, hein. J'ai du gris, moi. C'est du gris, non, c'est du noir, en effet. Non, c'est du gris. Du gris foncé, mais c'est du gris. Là, c'est du blanc, par contre. Ça, c'est du blanc. Oui, c'est du noir. Voilà, c'est pas moi l'artiste. Ceci étant dit, moi, je trouve que c'est une proposition intéressante que fait YouTube. Ça paraît con comme ça, hein, simplement changer le fond de la page, parce que de temps en temps, quand on regarde des vidéos, un fond clair tout autour peut être perturbant c'est agressif. C'est un peu agressif, et c'est pas toujours agréable. On n'a pas toujours envie de mettre la vidéo full screen non plus. Et là, ça permet d'atténuer un petit peu tout ce qui entoure et qui parasite un petit peu la vision d'une vidéo. Donc pourquoi pas? Ça mange pas de pain. Dans une CSS, c'est une ligne, même pas. Donc il suffisait juste de le proposer, quoi. Oui. Alors maintenant, j'attends ça pour Google.
hein, pour pouvoir faire ma recherche en noir. Sur Gmail, il y a déjà moyen depuis longtemps. C'est une question de goût, toi. Oui. Ce type est dark, en fait. Voilà. Faut le savoir. Hein. Là, il a retiré les tatouages, etc. pour la vidéo, mais normalement... j'ai la veste en cuir et tout. Oui, je sais bien. Tu vois, Marc est désespéré. Non, moi je suis désespéré devant la faute de goût. Parce que je suis devant le nouveau design de Google que j'ai adopté aussi depuis 2 ou 3 jours. Il faut signaler quand même à nos éditeurs que le design, c'est aussi ton dada. Hein. C'est même plus que ton dada. Qui est monstrueuse, c'est que lorsque tu es sur la page d'accueil et que tu as le menu qui est affiché à gauche. Oui. La barre de défilement. Avec la barre de défilement fait sauter tout l'écran. Oui, c'est juste à vomir. Oui, je pense que ça doit encore à mon être avis, corrigé. c'est un truc qui va être corrigé parce que ça donne juste envie de claquer le truc par terre. Et je pense que ça ne le fait que sous Chrome, ce qui est très ballot de la part de Google. Qui est très ballot, exactement. Sous Firefox, ça ne le fait pas, sous Vivaldi non plus. Mais là, c'est juste... Voilà. Il fonctionne bien, moi. le truc. Mais sur Chrome, je confirme, quand la barre... Alors, c'était une brève au départ, hein, vous avez remarqué. Quand la barre de défilement s'affiche au passage de la souris, pouf, tout se décale de quelques pixels, mais c'est perturbant, et c'est moche. C'était comme le fameux bug sur Internet Explorer, Marc, où quand tu passais sur un élément, pouf, ça bougeait. Exactement, oui, ces saloperies ne sont pas capables de calculer le padding de la même manière. Voilà, c'est ça. Donc, il faut faire un petit hack pour le coup. Donc là, c'est un petit peu plus de code CSS pour le coup. Mais ça va se régler. Il y aura toujours du hack. Oui, il y aura toujours quelque chose à hacker. Non, ils vont faire plus facile, ils vont mettre Chrome à jour. Ça doit être... c'est pas mal. Et ce sont tous les autres sites qui vont merder du coup. Ils sont bien capables en plus, les cochons. Et changelog, on est compatible avec YouTube. Excellent. Allez, on passe à la lettre L. L comme... alors ça c'est particulier, une nouvelle rubrique. Hein, ça c'est du Marx. Ah non, c'est du Seb. L comme loi débile. L comme loi débile. En un mot, loi débile évidemment. Sébastien, tu vas nous parler d'une loi débile. Je pense. Et c'est aux États-Unis, j'imagine. Oui, bien sûr. Heureusement. Oui. Non, j'ai eu peur. Non, mais ça pourrait être en France. C'est peut-être un peu tôt. Ça. Non, en France, oui, quoique c'est vrai que ça pourrait arriver, mais ils étaient plutôt sur les trucs anti-pirates, hein, tu vois, les trucs anti-adultes, c'est pas encore la France. On n'est pas encore dans du puritanisme absolu comme aux États-Unis. Ici, il s'agit de puritanisme clairement américain et déclaré, quoi. Voilà, et donc là c'est clair et net, et donc en fait on lutte clairement contre la pornographie. Le but de certains États, donc il y a 13 États je pense qui ont déposé cette loi, donc c'est pas encore en activité, c'est pas encore signé, c'est pas encore voté, c'est pas encore là, mais ça commence quand même à inquiéter beaucoup d'Américains, parce que même si on se moque du puritanisme américain, il y a quand même des grosses plateformes de sites adultes américains, hein, donc c'est aussi quand même le plus gros producteur. Oui, c'est vrai. Voilà. Et donc la proposition ici étant de bloquer par défaut à tout nouveau device l'accès à tous les sites adultes. Voilà, c'est fini, il n'y a plus accès. Et si vous voulez accès, vous devez payer $20 à l'État pour dire une taxe, je veux une petite taxe pour une petite taxe de la branlette, hein, c'est un peu ça quoi. Hein. Tu payes tes 20 €. Mais je veux voir t'arriver à la commune pour dire bonjour, je veux payer 20 € pour avoir droit au site pornographique sur mon ordinateur. Vous voulez chercher ce qu'on appelait avant les timbres fiscaux. Tu vois, 20 $ de timbres fiscaux, c'est pour une branlette. Tu vois, enfin, je veux voir comment ils mettent ça en place, parce que c'est quand même assez bizarre. Alors ils disent, bien sûr, grâce à ça, on évitera que les enfants aillent sur des sites pornographiques. Bien sûr. Voilà. Moi, ce qui est au-delà de ça, et bon, on en rit, mais au-delà de ça, ce qui m'inquiète le plus, c'est que c'est donc, on est clairement dans la fragmentation du web. Hein, c'est fini la liberté. Là. Voilà, mais ça veut dire que aujourd'hui, on te taxe des sites pornographiques, mais demain, pourquoi pas taxer aussi l'accès à Facebook, par exemple, parce que ça, ce serait beaucoup plus porteur, à mon avis, financièrement, ou à certains types de sites, tous les sites vidéo, par exemple, gros consommateurs de bande passante. Les sites de news, hein. Les sites de news, pourquoi pas, et encore de certaines obédiences. Enfin voilà, c'est ça qui est dérangeant dans cette histoire-là, c'est qu'ils sont capables de le faire techniquement et qu'ils n'hésiteraient pas à le mettre en place, manifestement, Marc. Mais ils ne vont pas hésiter à le mettre en place, parce qu'aux États-Unis, le régulateur des télécoms a annoncé il n'y a pas tellement longtemps, c'était fin avril, qu'ils vont lancer un chantier pour mettre fin à la neutralité du net. Oui, c'est quelque chose qui était
entrer dans les mœurs, c'était quelque chose qui est un état de fait, et à la plus grande satisfaction des fournisseurs d'accès, ça va être terminé. Oui. Oui, vous savez quoi ? Ils vont inventer le Minitel. Oui, grosso modo, c'est ça. C'est un peu ça l'idée. Oui. En tout cas, d'un point de vue technique, on n'en sera pas loin. C'est pas drôle, hein, soyons clairs. Mais bon, non, pas du tout. On peut pas faire grand-chose contre. Peut-être, oui, on peut militer. Je suis contre. Voilà. M comme Microsoft. On avance quand même un petit peu, Sébastien, pour parler de Microsoft qui vient d'annoncer son Windows S. Ça fait marrer tout le monde. Moi j'ai vu plein de gens rire. C'est vrai ? Ouais. On pleurait un peu, mais bon. Oui, aussi. Oui. Le retour de Windows RT, quoi. Grosso modo, oui, c'est Windows RT2. On va laisser parler Seb, quoi. Non, c'est pas Windows RT, c'est parce qu'ici, il n'est pas limité sur une archi pourrie désolé, à l'époque, mettre un Windows sur un ARM en disant... Non, mais d'accord que là, c'était pour des raisons hardware plus que software. Oui, c'était dramatique. Il m'a dit, vous avez un Windows, mais vous n'avez aucune application habituelle parce qu'il faut tout recompiler et personne ne va le faire. Et ça s'appelle quand même Windows, c'est ça le pire. Oui, ça, c'était dramatique. Voilà. Heureusement, qui faisait ça a quitté Microsoft depuis. C'est quoi l'intention, alors, ici, Windows S? Windows S, c'est un Windows exactement le même que tous les autres, sauf que vous n'avez le droit d'installer rien du tout, qui ne viendrait pas de l'App Store. D'accord. Donc, tu peux utiliser le Notepad, tu peux utiliser la calculatrice, tu peux utiliser Office, et puis pour le reste, c'est Microsoft qui pourra autoriser... Office n'est pas encore sur le store. Office n'est pas sur le store, donc ça c'est déjà mort. Ils ont annoncé qu'ils arrivent. Il va arriver, mais c'est pas encore le cas. Bon. Ça devrait arriver parce que le but de ce Windows S, c'est pas pour toi et moi, hein, c'est pour l'éducation. Donc c'est tout le milieu éducatif. Pour faire des réussites. Que sais-je. Pour faire des réussites. Et pour utiliser Office quand il sera sur le store. Hein, donc. Ouais. C'est surtout pour concurrencer les Chromebooks, en fait. C'est pour concurrencer le Chromebook, c'est pour filer un truc gratos qui va sur Internet, qui te permet d'écrire un texte, qui te permettra effectivement après de balancer Office et d'avoir une série d'applications, comme sur le Play Store ici, le Windows Store, et rien d'autre. Parce que la licence sera gratos, donc ça doit être limité au maximum pour ne pas que ce soit un vrai Windows. Et si tu veux le débloquer, tu payes, mais ce sera pas très cher pour pouvoir passer à un vrai Windows 10. Donc, quel est l'avantage par rapport, on a parlé de Chrome, on a parlé d'autres solutions. Il n'y en a aucun. Pour toi et moi, il n'y en a aucun. D'accord. Pour eux, il y en a un énorme, c'est que grâce à ça, ils vont pouvoir inclure leur OS avec plein de laptops comme ils le font aujourd'hui avec du Windows 10 Home qui est bridé mais qui est gratuit mais qui n'est pas, tu vois, tu sais installer ce que tu veux dessus, donc c'est bien, mais ça ne fait pas forcément plaisir à Microsoft. À partir du moment où ils ont une version ici Windows S qui ne te permet que d'installer une série d'applications et que tu dois payer pour aller plus loin, ça permettra à Microsoft de récupérer un petit peu d'argent sur toutes des licences qu'ils vont pouvoir donner gratuitement à tout le monde. C'est gratuit. C'est l'information, c'est Windows S, c'est gratuit. Donc ça permet déjà de faire tourner une machine et de faire des choses. C'est pas écrit en grand, c'est gratuit, mais pour moi, je ne peux pas voir autrement que c'est gratuit. Il y a un stress sur la gratuité du truc. Je suppose. Si c'est pas gratuit, c'est une arnaque. Voilà, c'est à ça que je voulais venir. Donc clairement, pour moi, c'est gratuit. Si c'est gratuit, voilà, ça permet de faire des choses sur un ordinateur, et si on veut aller plus loin, de mettre la main à la poche et de débloquer le bidule. Alors à ce moment-là, je comprends complètement la justification. Pourquoi pas ça n'a pas arrangé certains utilisateurs qui avaient un Windows 10, certes un peu bridé, mais qui fonctionnait et sur lequel on pouvait installer des choses. Par contre, ça va se généraliser du coup. Il y a certainement plein de fabricants chinois que l'on connaît qui vont sauter sur l'occasion de dire on va mettre un OS qui va rien coûter en licence et tout le monde sera content avec cette histoire. C'est ce qu'ils ont aujourd'hui en gros en accord Microsoft. Ils foutent des Windows 10 Home à tour de bras. Donc je suppose que nous aurons bientôt droit à ça sur tous ces types de devices. Ce qui m'étonne quand même dans la news, c'est que Microsoft a annoncé que le Surface Laptop qui va arriver en juin, mi-juin à peu près, sera fourni avec un Windows S, alors que le Bitonio, il va quand même coûter $999. Ouais. Ça, par contre, c'est quand même... voilà. Donc après, la rallonge, on sait combien elle vaut. Enfin, on sait pas combien... Si, on sait combien elle vaut. $49 one shot. $49 pour débloquer Pour passer à Windows 10 Pro, one shot. Ok.
Ou attendre un peu que les gars qui avaient réussi à casser la protection... casser la protection qui permettait sur certaines versions de Windows, la dernière release de Windows, de bloquer les applications uniquement au Windows Store. Ils avaient cassé cette protection. Il n'y aura aucun problème, ils vont certainement la casser aussi sur Windows 10. Ça reste du piratage si on veut faire les choses de manière régulière, entre guillemets. 50 balles, c'est pas du vol par rapport à l'époque à ce que ça coûtait un Windows sur sa machine. D'accord, mais quand tu as payé une machine, quand tu es jeune, que tu n'as pas beaucoup de sous, que tu as déjà raqué pour payer les 300 € qui ont coûté ton jeu. Eh bien, tu mets Linux et tu regardes notre hors-série Linux. Mais tu ne sais pas mettre Linux sur une machine comme ça. Non, mais c'est ça le problème. Enfin, on ne va pas rouvrir ce débat-là, Marc, Sébastien. On est bien d'accord que quand on est étudiant, on n'a pas beaucoup de sous, mais à ce moment-là, on achète une machine moins puissante et voilà tout. Ça a un coût. Que ce soit du hardware ou du software, ça se paye d'une manière ou d'une autre. Je suis d'accord que de temps en temps, les tarifs sont prohibitifs sur certaines choses. Et peut-être que là, il y a des opportunités de faire d'autres choix, mais à un moment donné, il faut tenir compte dans l'achat d'un appareil que pour le faire fonctionner, il faut un software. Voilà. Et honnêtement, allez, nous, c'est vrai qu'on est des vieux de la vieille sur le podcast. On est tous soit au-dessus des 40, soit très très proches des 40. Donc on est. Tu te rajeunis J'ai rêvé. Je n'ai pas 40, moi, monsieur. Je pensais. Et tu vois. Et donc, à notre jeune époque, nous, quand tu avais un Photoshop, tu n'avais rien d'autre en face d'un Photoshop, donc tu n'avais pas tellement le choix, tu n'avais pas d'alternative. Aujourd'hui, tu as des alternatives sur quasi tout ce qui existe, soit en gratuit, soit en libre. Et donc, je trouve que l'excuse on pirate parce qu'on n'a pas les moyens de l'utiliser parce qu'on est student, elle n'existe plus, effectivement, comme tu le dis. Soit tu achètes une machine moins puissante, soit tu tournes vers des trucs libres qui te permettent de faire tout ce que tu veux. Aujourd'hui, sur ma machine, je ne vais pas dire que j'ai zéro produit commercial, j'en ai quand même un ou deux, mais c'est quasi rien du tout. Et pourtant, je bosse avec cette machine, quoi. C'est ça. Donc c'est possible, quoi. Qu'on ne se méprenne pas, que vous qui nous écoutez, vous ne me mépreniez pas, c'est pas un propos anti-jeune qu'on vient de tenir. C'est juste que les choses ont une valeur et qu'à un moment donné, mettre la main à la poche, surtout pour des petites sommes, une centaine d'euros. Des gens qui bossent derrière. Il y a des gens qui ont bossé derrière. Et voilà, ces choses ont une valeur, quoi qu'on en dise, quoi que vous en pensiez. On avance avec la lettre T comme transport, et on se sent transporté vers Marc pour parler de ce qu'il y aura après les voitures, et même après les fusées, Marc. Oui, présenté comme ça, c'est assez cryptique comme truc. Après les voitures et les fusées, il y aura des tunnels. On va tous rentrer sous terre parce qu'il n'y aura plus rien d'autre à faire. Il est temps qu'on termine cet épisode. Moi, je vous le dis. Elon Musk a déjà trouvé ce qu'il veut faire après Tesla et après SpaceX. Il veut creuser des trous. Grosso modo, c'est ça. Et il veut creuser des trous pour faire disparaître les embouteillages. Donc en fait, qu'est-ce que le brave monsieur a imaginé ? Il a imaginé un concept qui est tout con à la base, mais qui, s'il est implémenté de manière intelligente, peut révolutionner les choses. Donc imaginez la scène. Vous arrivez, vous avez un gros embouteillage devant vous, mais sur le côté de la route, à intervalles réguliers, vous avez des espèces de docks. Mmh. Vous arrivez, vous mettez votre voiture sur le dock, et puis le tout descend sous terre, s'encastre dans un tunnel, et vous êtes parti sur votre voie, il n'y a que vous dessus, à 200 km/h, et vous ressortez après l'embouteillage, là où vous devez ressortir. En fait, il veut transformer les sous-sols en gruyères, c'est ça. Parcourus par des traîneaux à 200 km/h. Moi, je crois que Elon Musk est la réincarnation d'un urbaniste bruxellois des années 70. C'est pas possible. J'espère juste que ces tunnels, les archives de ces tunnels et les plans de ces tunnels seront mieux gardés. Parce que nous, on se rappelle, c'est les souris qui les ont bouffés. Exactement. Donc en fait, il a monté une boîte. Il a monté une boîte qui s'appelle Boring Construction. Déjà le nom, c'est oui, c'est ça commence bien. Il y a une vidéo qui tourne pour l'instant sur YouTube et sur les réseaux sociaux qui montre le concept. Ma foi, c'est pas mal fait, même s'il y a beaucoup de Tesla dedans. Ça, c'est compris. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Et le concept est tout à fait sympathique. Maintenant, premièrement, quels vont être les obstacles administratifs à lever ? Parce que j'imagine que toutes les municipalités ne vont pas être d'accord qu'on transforme leur sous-sol en réseau démental. Ça ne va pas être tellement pratique. Et ensuite, même Musk, pour l'instant, a déclaré que c'était un side project et qu'il y accordait de l'intérêt quand il avait 2% de son temps libre. En effet. Mais voilà, disons que on aurait pu le mettre en what the fuck, mais connaissant Musk, il y a une chance qu'un jour ça débouche sur un truc plus ou moins concret. Donc.
Oui, et puis bon, enfin, voilà, je trouve ça très particulier, moi, d'enterrer des choses, mais bon, soit. Il y a un moment de perturbation comme ça, c'est parce que nous, quand on enregistre ce podcast en vidéo, on se voit, on se parle, on voit tout ce qu'on prépare aussi en off, et certaines images qui sont préparées à l'avance dans ce qu'on appelle le split screen peuvent nous perturber. Et c'est pour ça que nous allons tout de suite entamer la lettre W comme what the fuck, et tout de suite donner la parole à Marc, qui va nous parler d'intelligence artificielle. Comme ça, on va pouvoir libérer ce visuel et vous comprendrez mieux pourquoi, par exemple, Sébastien, depuis là tantôt, n'arrive plus à se concentrer. Il ne tient plus. Donc, c'est encore que Bignol qui va dire enfin, quel numéro quelle réputation. Donc, Marc, de quoi s'agit-il? D'intelligence artificielle, de robots? Oui, c'est ça, on va dire ça. On va dire ça. On va tout de suite préciser une chose avec un chiffre, c'est le prix de la bête quand même, pour vous refroidir. Il n'est pas question qu'on en teste un parce qu'on est des pauvres podcasteurs, on n'a pas les moyens. On peut se payer des gadgets de temps en temps, mais là, on parle quand même d'un truc qui demande un support de base qui coûte 6 000 boules. C'est quand même cher. On s'en fout, on achète 6 000 boules alors qu'on en a que 2, donc c'est cool. Oui, bon, alors, le truc en question, ça part d'une boîte qui s'appelle Abyss Creation et qui est la créatrice d'un concept qui s'appelle les Real Dolls. Alors, les Real Dolls, grosso modo, ce sont des super poupées gonflables, pas gonflées du tout. Enfin, si, vachement gonflées, mais elles sont pas gonflées à l'air. Ce sont des poupées grandeur nature avec une structure, une ossature métallique. Bois, ossature bois, dans c'est des poupées hyper réalistes en fait. Hyper réalistes, avec une chair en silicone, des vrais cheveux. Je me demande s'il y a quelques années, un Japonais n'a pas demandé à pouvoir épouser sa... Absolument. C'est ça, oui. Absolument. Et donc c'est un marché qui a relativement évolué ces derniers temps, malgré le prix qu'il faut payer pour acquérir ce genre d'engin. Et pour aller encore plus loin, puisque finalement quand on achète ça, on se retrouve face à une poupée, une grande poupée qui est là, qui fait pas grand-chose à part être utilisée pour ce que vous imaginez. Et donc, pour donner plus de piment à la chose, la société Abyss Creation a, via sa filiale Abyss Robotics, créé une intelligence artificielle qu'ils ont appelée Harmony AI, qui vise à donner une personnalité à votre poupée. Par un ensemble de capteurs qui sont implantés à des endroits stratégiques, on vous laisse imaginer lesquels. Elle va devenir chiante, je le sens qu'elle va devenir chiante. Attends, t'as peut-être pas tort. Donc, via des capteurs qui sont implémentés aux endroits stratégiques de l'engin, via un système de reconnaissance vocale, via un haut-parleur, donc via, grosso modo, vous allez avoir un Google Home avec une paire de loches, grosso modo, ça va être ça. Et donc, ils vont pouvoir définir plusieurs personnalités. Là où ça devient intéressant, c'est que pour arriver à un système le plus réaliste possible, le truc est livré avec 18 personnalités différentes qu'il est possible de mixer. Donc, grosso modo, vous allez vous retrouver avec une schizophrène nymphomane. C'est magnifique. Vous allez pouvoir, via une application, ajuster son tempérament. Est-ce qu'elle est chiante? Est-ce qu'elle est jalouse? Est-ce qu'elle est affectueuse? Est-ce qu'elle est portée sur la bagatelle? Est-ce qu'elle est timide? Est-ce qu'elle est tranquille? Est-ce qu'elle est bavarde? Est-ce qu'elle réagit quand on lui fait pouette-pouette? Ou bien elle dit « pas ce soir, j'ai la migraine ». Tout ça va Est-ce qu'elle est féministe? Est-ce qu'elle est fémène? Est-ce qu'elle se balade en disant « non, Poutine », etc. Tout ça va vous permettre de définir les paramètres de votre compagne moitié virtuelle, moitié matérielle, et d'uploader ça dans l'ordinateur qu'elle aura dans sa tête. Et puis après, démerdez-vous avec. Nous, on n'assure absolument plus rien. Alors, ça a un prix. Vous allez me dire, c'est dérisoire par rapport au prix de la bête, qui, on le rappelle, est quand même à $6 000. Ça, c'est le ticket d'entrée. Ça coûte $20 par an. Ah oui. Donc, pour avoir une poupée qui aurait été parfaite parce qu'elle disait rien, qui va devenir chiante parce qu'elle va parler tout le temps, c'est pas cher payé. À noter que pour ces dames qui nous écoutent, il y a une version homme aussi, avec le matériel qui va avec, qui est plus cher, mais bon, il y a plus de matière aussi à mettre en place. Et par contre, je ne sais pas s'il y a déjà une version mâle de Harmony AI. Ah oui, mais c'est ça le problème. Enfin, le problème. Qu'est-ce qu'on va inventer, je ne sais pas, mais pour parler avec un bout de silicone, quand même, on invente des trucs. Au moins, le type qui a demandé à pouvoir épouser la sienne, maintenant il pourra lui faire la conversation. Je sais pas, parce que je pense qu'en plus, la matière qui est utilisée, on pourrait s'y méprendre à la même texture que la peau, a tendance à se dégrader avec le temps.
Ah merde. Et donc je pense qu'elle est pelée maintenant. Sa compagne est complètement pelée. Mais ils ont un service après-vente, hein, ils te la recarrossent de temps en temps. Oui, moi de la remouler, oui, bien sûr. Ils viennent changer les filtres et tout. On la rechappe, c'est chez vous d'hier que ça se passe. Est-ce qu'elle te dit quand la pizza est cuite et qu'il faut la sortir du four? Je trouve cette remarque très misogyne. Très condescendant. Et très condescendant par rapport à la femme. Si tu la couples avec un Google Home pour les recettes, ça pourrait le faire. Tout ça pour dire, évidemment, mesdames, qu'on se moque plus de la poupée, entre guillemets, et de ce côté quand même fort ridicule, hein, faut quand même l'avouer. Pour ces grands enfants, faire parler la poupée, c'est... Maman, si tu regardes ce numéro, je t'aime. Voilà. Non mais il faut le dire de temps en temps, c'est pour la blague, évidemment, c'est un what the fuck, comme la rubrique oui, enfin, c'est une blague. La Real Doll, c'est quand même un truc mythique. Dans la mythologie geek. Oui, bien sûr. Tout le monde en veut une. Hein. Je sais pas, c'est propre aux mariés, je pense, parce que moi, personnellement, j'en veux pas. Mais vous, manifestement... Ça me dit rien non plus. Ben voilà, c'est ça. C'est Seb qui est particulièrement intéressé. Fin de parenthèse, c'est pas la fin de cet épisode, parce qu'il reste encore un what the fuck, et c'est Sébastien, je venais juste de le calmer, je vais le réveiller de nouveau. Plus possible de se faire bloquer son compte Facebook grâce à... un acteur bien connu, hein, dont on a déjà parlé ici, parce que c'est vrai que c'est cet acteur du porno sur Internet qui, quand même, en termes de communication, dépasse tous les autres, parce que, voilà, il est plutôt rigolo, de manière générale. C'est Pornhub. Voilà, c'est ça. Et ils ont encore sorti une petite vidéo qui fait la promo d'une application qui, effectivement, du coup, fait une promo incroyable sur le site et qui, pour un acteur du porno, propose une application pour cacher tout ce qui est pornographique. Donc le clip est à regarder parce que c'est vraiment à mourir de rire. Et l'application s'appelle TrickPix. Pardon ? Oui, TrickPix. et donc le principe, c'est qu'effectivement, tu fais une photo avec. Ouais. C'est expliqué vraiment. Faut regarder la vidéo. C'est vraiment super drôle. Mais donc tu fais une vidéo de toi à poil, et plutôt que de poster ça sur Facebook, parce qu'effectivement dans les 5 minutes ton compte est fermé, ça sert à rien de m'ajouter sur Facebook. De toute façon, je ne le ferai pas. Non. Et voilà. Oui, parce qu'on ne sait pas où part cette photo non plus. Hein. Tu ne sais pas où part cette photo. Non. Alors si, ils te le disent, ça reste sur ton téléphone. Ouais. Et alors ils te proposent toute une série de petits trucs comme Facebook, tu vois, pour te rajouter un chapeau, un machin. Et ben là c'est pareil, mais pour couvrir tes arguments, hein, et dire voilà, là tu as mis un concombre, là tu as mis des petites étoiles, etc. Et comme ça ta photo, elle est postable. Voilà, c'est ça. Sur elle est exploitable. Oui, elle est exploitable. Ouais, moi, je déconseillerais quand même d'utiliser ce type d'application, surtout aux plus jeunes, parce que bon, c'est vrai que des dérapages entre guillemets existent, ils sont toujours possibles. Se prendre en photo déjà tout nu sur un objet connecté à Internet, c'est quelque chose que déjà j'éviterais de faire de manière générale, même sur le Snapchat de la chatte, on pourrait l'appeler comme ça, que tu viens de nous présenter, Seb. Faut être quand même clair, il faut éviter ce genre de oui, mais attends, quoi. L'application, elle n'est pas là pour faire un réseau social et réellement avoir des utilisateurs. En général, ils font des applications qui sont bien foutues, hein, donc je suis sûr qu'il y a un truc derrière qui fonctionne. Ils font rarement de la couille. Mais le principe de... ça, justement, pardon. Même que ça, carrément. Au singulier, rarement, oui. Chacun son tour. Ah oui, c'est ça. Mais le but de Pornhub ici, c'est de faire une campagne de promo. Hein. C'est pas de faire un service qui va tourner là derrière. Donc, c'est comme ils font 1 ou 2 fois par an, une énorme campagne de promo. C'est toujours hyper drôle. Après, effectivement... Ils le font très bien, ils sont très forts. Mais la recommandation reste valable malgré tout. Évitons de faire des photographies et de stocker des images sur des supports qui sont accessibles par Internet, parce qu'on peut se faire pirater, on peut se faire voler son téléphone et retrouver ses photos sur Internet voilà, enfin pour plein de raisons, évitons de le faire. C'est tout ce que je voulais dire. Alors merde, je retrouve plus le nom malheureusement, mais par contre, si vous êtes blonde à forte poitrine, n'écoutez pas ce que Marc a dit. Ce n'est pas obligatoire. C'est info@letechno.be.
N'hésitez pas. Et non, mais pour rejoindre ce que tu disais ici là-dessus, effectivement, il y a eu plein de... Merde, je retrouve malheureusement pas le nom du truc parce qu'il y a tout un site qui en parle. Et chaque semaine, ça revient avec le nom de toutes les personnalités desquelles on retrouve toutes les photos qu'elles avaient faites sur leur iPhone. Oui. Et donc, c'est assez violent et ça va assez loin. Ça peut détruire une réputation, voire même une carrière, ou même peut-être pour les plus jeunes, une vie, sans déconner. Ou lancer une carrière, rappelez-vous. Merci d'avoir désamorcé, Marc, toutes ces bonnes recommandations que j'essayais de prodiguer à nos auditeurs. Je pense qu'on en a fini avec les What the Fuck, et donc forcément avec l'épisode 122. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que, Marc, vous a plu. Ça plus. Si vous voulez l'acheter. Si vous voulez. Alors, un Marc en parfait état de marche, qui a fait, jusqu'à présent. J'ai plus de garantie, hein. Je préviens qu'avec le kilométrage, j'ai plus de garantie. Non, mais on a mis la photo, on a compris. Il n'y a plus beaucoup de cheveux non plus, tu vois. Et de ce côté-ci, un Sébastien, encore un peu vert. Mais, moins de 40 ans. Moins de 40 ans. Tu vois. Mais bon, voilà. Pas en parfait état, mais il a roulé sa bosse. Voilà donc, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire de cette vidéo ou sur le blog lestechno.be où vous retrouverez bien entendu toutes les références des informations, les intelligentes et les bêtes aussi, dont on vous a parlé dans cet épisode. N'hésitez pas là aussi à laisser vos commentaires si vous le désirez. On s'en fera l'écho lors d'un prochain épisode. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Bye bye.